Bah écoute, je pense que oui, mes points forts, c'est sûr qu'il y a mon grappling, ma lutte et mon judo. Ouais. C'est des choses qui sont prédominantes dans le sport et qui me permettent, en tout cas, je pense, de m'en sortir, même si je me trouve quand même assez complet. Mais je sais Ouais. que c'est une carte à jouer aussi chez les poids lourds. Parce que c'est ce qui manque en général, tu sais, lorsqu'on regarde la catégorie des poids lourds, ça tape fort, ça met des KO. Tout le monde sait le faire, ça, tu vois. Mais Ouais. par contre, c'est pas tout le monde qui arrive à être technique au sol, qui arrive à être technique en lutte et tout. Donc je pense que c'est quelque chose qui me permet en tout cas d'avoir ce petit truc en plus. C'est intéressant que tu parles de combat tremplin, parce que j'ai une anecdote et tu vas me dire si c'est vrai. Apparemment, tu aurais pu être booké pour affronter Thomas Spinal. Ouais. Quel joueur ailleurs. Raconte-moi un peu ça. À chaque fois que j'ai que j'ai commencé quelque chose, j'ai toujours rêvé grand, tu vois. Ouais. J'ai toujours cherché à performer au plus haut niveau et à m'inspirer en tout cas de celui qui performait dans ma discipline. Salut les gars, ici votre boy Charles DB de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur comme d'habitude, mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous, bienvenue aux nouveaux, abonnez-vous aussi, c'est bon, vous l'avez fait. Générique, let's go. I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. What the fuck it is, nigga? Choke money game, 30. Hey. Nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. Comme je vous ai dit, nouvel invité, nouveau rêveur. Et aujourd'hui, je suis honoré de recevoir le heavyweight champ de l'Ares Fighting Championship, l'homme que l'on appelle Baby Zulu, maintenant Boulox, a.k.a. AB, Aboubakar Bathily dans la maison. Comment ça va? Non, j'en ai plusieurs. Ça va être mon gars. Ça va, tranquille. Félicitations déjà, comment tu te sens? Merci, bah écoute, on est en week-end face à toi, donc un plaisir d'être parmi vous. Ok, champion du Ares Fighting Championship depuis maintenant quoi, 2 mois? Ouais, depuis presque 2 mois. Et voilà, on a atteint un objectif parmi tant d'autres. Ouais. Tu m'as dit que c'était un peu retombé depuis, c'est bon, c'est... Ah oui, moi ça y est, hein, tu sais, dès que tu sors de la cage, que tu es dans les vestiaires, ça retombe. Et voilà, en tout cas, dans ma tête, je me dis, bon, ça y est, l'objectif il a été atteint, on passe à la suite. Après, voilà, il y a un petit peu les retombées médiatiques qui suivent, les 2 semaines, on va dire, qui suivent. Après, ça y est, il faut passer à autre chose. Ok, top. Du coup, moi, je t'ai invité, donc je te connais bien, mais pour les gens qui vont te découvrir, comme on dit, pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. C'est qui Aboubakar Bathily, et qui est Boulox, et comment t'en es arrivé à là où t'es aujourd'hui? Si tu peux te présenter rapidement. Mais écoute, pour reprendre tes dires, Aboubakar Bathily, et qui est Boulox, et qui est Ebicho, 28 ans, combattant professionnel de MMA, consultant MMA et entraîneur dans la vie de tous les jours. Ok, top. Moi, j'aimerais savoir comment tu t'es un peu mis dans les sports de combat. Comment t'as commencé? Comment j'ai commencé? Écoute, j'étais en CE1, CE2 par là. J'avais des camarades qui faisaient du judo. Ouais. Et c'était un club qui était vraiment à côté en fait, de notre école élémentaire. Et ils en parlaient souvent. Et je voyais qu'il y avait une cohésion autour de ça. Et moi, je voulais savoir. Et j'ai toujours aimé cette confrontation-là quand même, quand on était petit dans la cour de récréation. Ouais. Et en fait, voilà, c'est en demandant à un camarade où est-ce qu'il s'entraînait et tout, que j'ai un petit peu suivi le move. Et j'ai accroché directement. Dès la première fois que je me suis inscrit, au bout de quelques mois, compétition du judo, pour moi j'étais ceinture blanche, ça le faisait. Et en fait, c'est comme ça que j'ai accroché et que je suis rentré dans les sports de combat dès le plus jeune âge. Ok. Et du coup, le MMA, tu vois, comment tu passes du judo au MMA? Est-ce qu'il y a eu un autre sport entre-temps? Il y a eu un autre sport entre-temps, mais c'était un petit peu une continuité. En fait, si tu veux, on faisait du judo. Et à un moment donné, au bout de quelques années, j'avais peut-être ceinture orange. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai fait un break. J'ai repris quand j'étais au collège. Et je trouvais que ça évoluait pas. Il me fallait. Je sentais qu'il manquait un petit truc, tu vois. Ouais. Notamment lorsqu'on arrivait au sol, je pense que c'était notre coach qui voulait pas nous montrer plus que ça. Parce qu'il disait qu'on était un petit peu trop turbulent, tu vois. Ouais. Donc, moi, voilà, ça m'avait un petit peu lassé le judo. Donc, après, je cherchais un club de lutte. Et finalement, on m'a conseillé un club de grappling au Kremlin-Bicêtre. C'est là-bas que j'ai ouvert les portes, que j'ai fait le grade du grappling. Mais j'étais pas du tout percussion, hein. Moi, la boxe, c'était vraiment pas du tout mon truc. Je regardais beaucoup le judo, la lutte et tout. Et même le grappling, je connaissais même pas. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire du grappling. Forcément, c'était un club de MMA, mais qui avait aussi des cours uniquement de grappling. Mais tu as vu, tu avais les combattants, en tout cas ceux qui faisaient du MMA, ils s'entraînaient aussi avec nous. Ouais. Donc, du coup, ça a été un petit peu une continuité. Ouais. En fait, à force de faire du grappling, de faire de la lutte, tu étais amené à aider les gars qui préparaient leur compétition de Pancras à l'époque. Je dis MMA, mais c'était Pancras.
Et voilà, donc après, à un moment donné, j'ai fait un petit peu le tour des compétitions de grappling en France. Je voulais encore me challenger et c'est là que j'ai commencé à m'orienter vers le MMA. Ok. Et à ce moment-là, est-ce que tu pensais déjà à une carrière? Genre, tu te disais, je vais en faire mon métier? Bah, écoute, en faire mon métier, je pensais parce que, tu sais, moi, dès que j'étais au collège et qu'on me demandait, tu sais, à l'âge de 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je me disais, c'était un peu tu sais, je trouvais ça un petit peu trop tôt, tu sais. Je Ouais, m'étais c'est trop dit, loin. voilà, je me voyais pas rentrer en tout cas dans les mêmes casques qu'eux, tu vois. Et même lorsque j'étais en tout cas au judo, je rêvais des Jeux Olympiques. À l'époque, tu sais, celui qui performait, c'était David Douillet. Ouais. Après, entre-temps, à un moment donné, j'ai fait du rugby, tu avais le Wesley Fofana. En fait, à chaque fois que comment dire, que j'ai commencé quelque chose, j'ai toujours rêvé grand, tu vois. Ouais. J'ai toujours cherché à performer au plus haut niveau et à m'inspirer en tout cas de celui qui performait dans ma discipline. Ouais. Donc au judo, je rêvais des Jeux Olympiques. On a l'année de rugby que j'ai fait, je rêvais de 15 de France. Ok. Entre-temps, j'avais un petit peu testé la boxe anglaise. Mais à un moment donné, ouais, je m'étais dit, bon, ça va être soit les Jeux Olympiques, soit le 15 de France, soit champion du monde de boxe anglaise. À l'époque, je m'étais dit, tu vois. Ouais. Donc en tout cas, chaque sport que j'ai fait, j'ai toujours cherché à performer, à me challenger et à aller au plus haut niveau. Ok, trop stylé. Moi, j'aime bien ce que tu as dit, rêver grand, parce que forcément, on est dans le podcast Les C'est Rêveurs. vrai. Du coup, quand tu faisais du grappling, tu rêvais d'ADCC ou pas du tout? Non, grappling, tu sais, comme je t'ai dit, de base, je connaissais pas. Moi, je voulais vraiment de la lutte. Tu vois. Ouais. C'était de la lutte. Donc après, forcément, ouais, j'avais commencé à regarder de l'ADC, le Polaris et tout. Mais tu sais, je faisais, comment dire, je faisais les compétitions nationales. Après, à un moment donné, je sais pas, j'ai jamais vraiment été attiré. Tu sais, il y avait une équipe de France de grappling, mais j'ai jamais vraiment été attiré là-dedans. Ok. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment du feeling. Ouais. Tu vois. Ok, du coup, tu te lances dans le MMA. Est-ce que tu te souviens de tes premiers combats pro? Parce que moi, j'ai un peu regardé ton Sherdog. Ouais. Je vois que tu commences par 2 défaites contre C'est ça, Kara ouais. Ramoji au 100% fight. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je me suis trompé je me suis trompé de carrière? Bah écoute, en fait, tu sais, je fais 10 jours avant le combat pro. Ouais. Il y avait une compétition de pancrace amateur et moi, je m'étais dit quoi? Je me suis dit, bon, allez, je me teste sur la compétition de pancrace en amateur. À 10 jours de ton fight? Ouais, c'était à 10-15 jours. Et je me suis dit, ouais, je me teste là-dedans et on voit ce que ça donne. Et en fait, tu sais, à l'époque, c'était les contenders. Tu sais, sur la page Facebook, ils montraient en fait les participants du tournoi. Et à l'époque, en fait, de base, en plus, c'était un ami à moi qui devait faire les contenders. Ok. Finalement, voilà, lui s'est retiré. Donc, je savais qu'il y avait un trou. Il manquait un ou deux combattants, tu vois. Bon. Mais bon, entre-temps, je me suis pas emballé. Je me suis dit, vas-y, fais ta compétition, vois ce que ça donne. Et après, postule. Et en plus, quand j'ai fait ma compétition, il y avait Hatch qui était là. Tu sais, il était un petit peu en mode recruteur. Donc, j'ai fait ma compétition. En plus, voilà, les poids lourds, on n'est pas en masse. Donc, on était juste deux. J'ai fait mon petit super fight. J'ai pris mes sensations. J'ai bien aimé. J'avais gagné par soumission. Mais c'était un round de 5 minutes, il me semble. Okay. Donc, après, voilà, il y a mon entraîneur qui est là. Il y a Hatch qui est là. Et on va le voir. Il me dit, vas-y, ok, c'est parti. Donc, il me restait aller peut-être 2 semaines à peu près pour me préparer. Bon, en rester, je te parle de ça, c'était en 2016. Donc, c'était pas protocolaire comme maintenant, tu vois. C'était un petit peu à la get-out, comme on dit, tu vois. Et salaire ou à la clé ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était le tournoi des contenders. Okay. Et tu sais, moi, quand je regardais le pancrace et tout, je voyais que, en tout cas, les meilleurs combattants français étaient passés par là, tu vois. Donc, forcément, moi, c'était un objectif. Je me suis dit, ok, va falloir prendre la ceinture des contenders, un petit peu faire son nom en France. Ensuite, partir dans les pays voisins, Angleterre et tout, en Europe. Et ensuite, aller performer à l'international. J'avais vraiment un schéma dans ma tête, tu vois. Donc, 12 semaines après, je fais mon combat, je donne tout, 2 rounds de 5 minutes. Je suis déclaré perdant. Ah là, c'est un peu la descente aux enfers. Tu te dis, waouh. Parce qu'en fait, moi, en tout cas, à l'époque, lorsque j'ai commencé à vouloir combattre, tu rêves de ce truc-là, d'être invaincu. Bien sûr. Tu vois, à la Khabib et tout. Mais en fait, c'est aussi une cage qui s'est cochée. Je me suis dit, bon, au moins là, j'aurais plus ce truc-là d'être invaincu. Ouais, il n'y a plus ce stress. Tu vois ou pas? Donc après, voilà, c'est comme ça que je me suis mis dedans. Après, c'est parti comme ça. Je perds à la décision. Mes potes, ils étaient là. C'était un beau souvenir. Hein. Franchement, c'était un beau souvenir parce qu'en fait, je me suis retrouvé. J'ai l'impression d'un coup, parmi, tu vois, chez les pros, alors que j'ai l'impression que quelques mois auparavant, c'était même pas dans mes ambitions, mais c'est un petit peu arrivé d'un coup, tu vois. Ouais. En plus, ce qui est stylé, c'est qu'après, tu te remets bien. T'enchaînes les victoires, ça t'emmène même au Cage Warrior, si je dis pas de bêtises. Comment le switch mentalement il s'est créé? Est-ce que c'est le fait de te dire, bah vas-y, de toute façon, j'ai perdu mon 0, moi c'est un truc que je kiffe, bah maintenant on va bosser, on va gagner, tout simplement? Ouais, bien sûr, il faut apprendre de ses erreurs. En fait, je fais le 0-2, et après, en fait, on arrive en fin de saison, vers juin et tout, je fais le dernier 100% fight.
Et ensuite, en fait, je vois qu'ils annoncent les prochains contenders au mois de novembre. Ouais. C'est en fin d'année. Donc, tu sais, en plus, j'étais pas parti en vacances. L'été, j'étais en mode, OK, je vais bosser. Et là, j'ai fait 2 défaites et c'est pas normal, tu vois. Ouais. Faut se remettre en question. Donc, après, voilà, j'ai su rebondir. Je fais 2 combats dans la même soirée au mois de novembre. Donc, Ok. je gagne les contenders. Après, des contenders, je crois que j'ai une pause. J'enchaîne les compétitions de grappling, mais c'était pas une pause. C'était pas de mon propre gré, tu sais, c'était vraiment Ouais. parce qu'il n'y avait pas de combat et tout à ce moment-là. Donc après, je fais un combat en Angleterre, c'est moi qui contacte un matchmaker. Ok. Je gagne le combat en Angleterre et le même gars que j'affronte en Angleterre, il me trouve un combat au Cage Warriors. D'accord. Tu vois, il me trouve un combat au Cage Warriors. Voilà, Contre Nick Barneau, c'est ça? exactement, ouais. Ouais. C'était un Danois au Danemark. En fait, si tu veux, c'était une carte Cage Warriors Academy. Genre, il y avait Mhm. quasiment que des combats amateurs. Et les 3 combats principaux, c'était moi, un gars qui a fini par aller à l'UFC, un Danois et un autre qui avait aussi combattu au Cage Warriors avant. Donc, c'est un combat que je fais et tu sais, j'étais vraiment en mode, OK, ça va être un combat tremplin. Malheureusement, je m'étais un petit peu préparé. Je m'étais dit, OK, si lui, je le finis pas chez lui, Ouais. ça va être compliqué gagner. de ressortir victorieux. C'est ce Mm. qui s'est passé. J'étais pas loin de le finir. Malheureusement, après, il y a beaucoup de choses que j'ai négligées aussi dans ma préparation. Mhm. Et je perds. Donc après, je vais pas dire que j'ai fait une dépression, mais je l'ai mal vécu. Ouais. Là, je l'ai vraiment mal vécu cette défaite parce que déjà, j'estime avoir fait en tout cas le travail pour ressortir victorieux, mais tu sais, ils m'ont vraiment volé. Et je me suis dit, Ouais. ça arrive vraiment pas qu'aux autres parce que tu sais, auparavant, tu voyais des fois des Mhm. posts sur Facebook, tu dis, ouais, vas-y, peut-être que lui, il abuse. Ouais, ouais, Et ouais, quand ça forcément. t'arrive, tu dis, ouais, ça fait mal au cœur, tu vois. Et après, voilà. Non, normal. C'est intéressant que tu parles de combat tremplin parce que j'ai une anecdote et tu vas me dire si c'est vrai. Apparemment, tu aurais pu être booké pour affronter Thomas Spinal Ouais. au Cage Warrior. Raconte-moi Ouais. un peu ça. Bah écoute, j'étais en Thaïlande, c'était en 2019 et j'ai un manager qui me contacte en fait, Ouais. qui me propose Thomas Spinal. Et en plus, j'allais prendre le bateau pour aller en excursion, donc je me mets sur le côté, je regarde ses combats rapidement et tout, et bon, j'accepte, tu vois. Ouais. Oui, vas-y, j'accepte et tout. Finalement, ça s'est pas fait. Mm. Et après, il me semble qu'il a affronté un autre Français. Je sais pas si c'est Sofiane Boukishou qui se casse le tibia à ce moment-là, ou si c'était dans. Après, en tout cas, il affronte un Français. Ouais. Donc du coup, Thomas Spinal, il gagne. Et quelques mois après, dès que je rentrais tout, bah voilà, je voulais me remettre dedans, tu sais, je voulais recombattre et je fais un petit post sur Instagram et je lui fais un call-out. Il répond et tout, il me dit OK, en gros, let's go for the dance, un truc comme ça. Après, tu sais, il dit c'est mise au contract et il identifie Graham Bolt, le manager et le boss du Cage Warriors. Mhm. Finalement, ça s'est pas fait. Ils ont refusé le Cage Warriors. Ok. Après, voilà. Il a fait son chemin depuis, moi j'ai fait le mien. Mais ouais, ça aurait pu se faire en tout cas. Ouais. Et tu vois, en toute transparence, je pense qu'aucun combattant accepte un combat sans se dire je vais le broyer, le mec en face. Oui, bah, bien sûr. Après, entre-temps, il a beaucoup progressé. Mhm. Mais non, moi en tout cas, à l'époque, j'étais confiant. Je savais que j'avais les armes pour le battre, en tout cas pour mener une bonne guerre et sortir victorieux. Après, Ouais. voilà, maintenant il avait son chemin, il est Ouais, non, bien sûr. champion intérimaire actuellement à l'UFC. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque, j'aurais pas pu le battre. Ouais. Tu vois. Et à ce moment-là, tu étais déjà au Factory ou pas? Non, au Factory, je suis arrivé très récemment. À ce moment-là, j'étais au Comité Team. C'est mon premier club formateur, tu vois. Mais je te parle de ça, c'était en 2018-2019, tu vois. Ok, ouais, ça remonte un Donc, peu. ouais, Factory, j'y suis arrivé, je viens de te dire récemment, c'était en 2021. Ok. Donc, voilà. La transition toute trouvée. Comment ton arrivée au MMA Factory elle se passe sous la houlette de Fernand Lopez? Comment vous vous rencontrez? Est-ce qu'il y a des négociations, des choses comme ça? En fait, si tu veux, après le Comité Team, je cherchais un club professionnel. Ouais. C'est vraiment qui était assez structuré. Parce que si tu veux, en fait, ce qui me manquait dans mon club formateur, je trouvais que c'était être avec des gars qui vivent que de ça, qui font que ça, qui s'entraînent à temps plein. Donc, entre-temps, je trouve Hobby Fight. C'était un club à Vitry-sur-Seine et c'est là où, justement, j'ai fait la rencontre de Mickaël Lebou. Donc, il y avait un groupe de compétiteurs. On s'entraînait du lundi au vendredi, 2-3 fois par jour. C'était vraiment un roulement très professionnel. Entre-temps, le club, il a coulé, il a fermé. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il va falloir que je pose mes valises quelque part, mais avec un club où je peux vraiment trouver des poids lourds. Parce que jusqu'à présent, je ne tournais jamais avec des poids lourds. Hein. Enfin, c'était occasionnel. J'avais Zoumanassi à l'époque à la Tch Academy. Qui a battu Francis Ngannou au 100% fight. J'allais mettre les gants avec lui. Et des fois, c'est lui qui venait dans mon ancien club, le Comité Team. Et donc voilà, là, je voulais vraiment tourner avec des poids lourds régulièrement. Donc j'appelle Fernand vers Ouest en 2021, début d'année 2021. Et voilà, je lui fais part de mes ambitions.
On échange au téléphone peut-être une petite heure. Ouais. Quelques jours après, j'atterris là-bas et je commence à m'entraîner. Ok, et à cette époque-là, il y avait qui comme poids lourd au À cette Factory? époque-là, il y avait, c'était pas l'époque de Ngannou, il était déjà parti. Ouais. C'était la même époque aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Il y avait Cyril Gane qui était actuellement à l'UFC. Hein. Il combattait Jairzinho au moment où je suis arrivé. Ok, d'accord. Dans cette période-là. Alain Bodo qui était toujours à l'UFC à ce moment-là. Il venait de rentrer, non? Il avait perdu ou un truc comme Ouais, ça, il je me sais semble plus. que ça faisait quelques mois qu'il était rentré. Ok. Ça faisait quelques mois qu'il était rentré. Mais en tout cas, voilà, c'était les deux poids lourds qui performent au plus haut niveau. Ouais. Ok. On va parler un peu d'extra sportif, tu vois. On sait ce qui se passe autour du MMA Factory. Il y a eu un peu je dirais pas de mauvaises ondes ou de mauvaises choses autour. Ouais. Est-ce que toi, en tant que combattant, et à côté en plus tu as ton média, est-ce que ça t'affecte? Tu vois, le fait que Fernand Lopez dans les médias il soit pris à partie, que le Factory soit pris à partie, qu'il y ait des athlètes qui s'en vont, des déclarations de gauche à droite. Est-ce que toi, ça te gêne ou tu es plus en mode je fais mon truc, je suis aligné sur mes objectifs et tant que ma team me permet d'aller à mes objectifs, moi ça me va? Moi, je pense que c'est propre à chacun. Tu sais, forcément, déjà, lorsque tu t'entraînes, que tu cherches à combattre, comment t'expliquer, c'est tellement des choses énergivores, que ce soit physiquement, mentalement, qu'il ne faut pas se laisser, on va dire, envahir par tout ce qui se passe à côté. Donc, forcément, il y a des périodes où tu peux être un petit peu perturbé. Ouais. Lorsque tu vas même recevoir des commentaires, par exemple, négatifs, l'avis des proches autour de soi. Mais non, ça ne m'affecte pas particulièrement. Tu sais, je reste concentré là-dessus. C'est un sport de combat. Comme j'ai dit, je suis arrivé au Factory parce que je voulais aussi avoir des poids lourds. C'est là-bas que ça se passe, en tout cas pour les poids lourds. Donc, je suis bien là-bas. Après, forcément, il y a toujours des extra sportifs qui peuvent venir, entre guillemets, perturber. Mais voilà, je fais vraiment en sorte d'être concentré et de ne pas faire attention à tout ce qui se passe autour. Ok. Du coup, tu arrives au Factory. Un peu après, tu rentres à l'ARES. Comment se passe ce premier combat à l'ARES, si on peut revenir dessus? Écoute, c'était en 2021. Ouais. C'était les débuts de Ares en France. Donc, je venais d'arriver au Factory quelques mois. Ça faisait quelques mois que j'étais là-bas. Donc, j'avais pas encore vraiment mes repères. Ouais. Tu vois, pour être honnête, j'avais pas encore vraiment mes repères et tout. Donc, je me rappelle, j'accompagne mon ami Ibran aussi. Il combat au Bref quelques semaines avant, peut-être à un mois du premier Ares. Et c'est quand je suis en aussi que je reçois le contrat avec l'adversaire et tout. Donc, je me dis, vas-y, let's go, ça c'est parti. Il restait exactement 5 semaines. Et franchement, j'ai eu des mésaventures pendant ces 5 semaines. J'ai eu dos bloqué à un moment donné et tout. Donc, en fait, avec le recul que j'ai, en tout cas aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, s'il m'arrivait ce genre de mésaventures-là, je serais prêt à décliner le combat. Mais j'avais peut-être trop d'ego pour me dire, non, là, je m'étais dit, c'était une bonne opportunité. C'est RS2, voilà, peut-être que je suis pas loin de l'UFC et tout. Et après, voilà, finalement, je fais un beau combat, j'engage bien. Et malheureusement, c'est pas passé. Et c'est ce qui a fait qu'après, je suis resté 2 ans sans combattre parce que j'ai eu pas mal de blessures qui se sont enchaînées et tout au fil du temps. Ok, c'est intéressant que tu parles de tes 2 ans sans combattre. Parce que moi, c'est un truc, ça m'a un peu choqué. Tu vois. Entre le moment où tu fais ton premier fight à l'ARES, tu reviens, il y a 2 ans qui se passent. 2 ans, c'est long. C'est long. Et toi, mentalement, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es dit, putain, je vais revenir, le premier truc qu'on me propose, il faut que je monte dessus? Ou tu étais plus en mode, j'attends la bonne occasion pour pouvoir revenir? En fait, si tu veux, dès que je sors du combat, en plus, j'étais blessé, donc j'avais une sorte de plâtre. Moi, je m'étais dit, bon, allez, au mois de mars, je suis de retour. Je combats en décembre, mais je m'étais dit, au mois de mars, je suis de retour. Finalement, ça a été plus long que prévu. Et en fait, au début, je ne réalisais pas. J'ai pas réalisé que dans ma tête, j'allais revenir, allez, grand maximum 4-5 mois après. Et, il s'avère que non, en fait, je me suis entraîné sur mes blessures. C'est vraiment une erreur que j'ai fait. Mais comme je t'ai dit, j'apprends de mes erreurs. C'est des choses que je ne pourrais plus répéter. Aujourd'hui, si je suis blessé, je fais en sorte d'aller voir un kiné, de faire une rééducation. Je ne vais pas m'entraîner là-dessus, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, au fil du temps, j'ai commencé à accompagner d'autres combattants, d'autres athlètes sur les événements, que ce soit à Arès ou ailleurs. Et ça m'a un petit peu créé de la frustration de voir les événements s'enchaîner. En plus, à Arès, ça venait d'arriver. Il y en avait un quasiment chaque mois. Il y avait les rencontres franco-françaises qui étaient attendues. Donc, ça crée de la frustration. Et je me suis dit, écoute, je vais me servir de cette longue absence pour revenir plus fort, travailler sur beaucoup d'aspects, tu vois. Surtout mentalement et tout, tu vois, pas trop s'emballer, apprendre à gérer les émotions. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, au final, c'est un mal pour un bien parce que j'ai fini par mettre la main sur la ceinture. Donc, voilà, c'était une expérience, en tout cas, qui m'a permis de grandir. Ouais, il y a je sais pas si on peut dire une citation qui dit
toujours être prêt, tu vois, se tenir prêt pour pas avoir à se préparer. Ouais. Et j'ai l'impression que quand tu retournes à l'ARES, tu es un peu dans cet état d'esprit-là, tu vois. J'ai vu énormément d'émotions, genre sur les vidéos. Après ta première victoire, quand tu reviens, c'était contre Houlton, c'est ça? C'est ça, ouais. Beaucoup d'émotions. Comment tu te sentais de pouvoir revenir et performer, surtout parce que tu ressors avec une victoire? Bah, en fait, ouais, c'était les sensations qui me manquaient. Tu vois, je savais qu'il y avait de l'attente lorsque tu es dans les vestiaires et tout, mais tu sais, vraiment le truc que j'avais oublié, dont j'arrivais plus à m'en rappeler, c'était la sensation quand tu es dans la cage. Donc c'était vraiment en fait ça le point d'interrogation. Sur tous les autres aspects, je savais que j'étais prêt, physiquement, mentalement, techniquement et tout. Et c'était ce truc-là en fait qui me manquait. Tu sais, le truc de finalisation, de dire ok, c'est bon, la pression elle redescend, l'arbitre il te lève la main et tu vas entre guillemets célébrer ta victoire. Ouais. C'est vraiment ce truc-là qui me manquait, qui fait du bien, tu vois. Ouais. Du coup, 1-1 à l'ARES, on te propose le combat pour la ceinture. Est-ce que là, il y a une réflexion où tu te dis non, c'est ma chance, let's go, je vais la chercher? Il n'y a pas une réflexion. En fait, si tu veux, j'étais programmé pour combattre le 11 juillet. Et moi, dans mes plans, je m'étais dit, ok, je combats le 11 juillet. Je fais une victoire, une belle performance et forcément, je serai éligible à la ceinture d'ici la rentrée, tu vois. Ouais. Finalement, on me propose la ceinture. Je ne suis pas surpris parce que j'ai envie de te dire, je suis un poids lourd qui est actif en France, qui a de l'expérience. Donc, voilà, je n'ai pas été non plus surpris. Je me suis dit, ok, c'est une bonne opportunité, donc je n'ai même pas réfléchi. Hein. Je reçois le message à 3h du matin de Fernand qui me dit ça et je vois le téléphone qui s'allume. Mais c'est marrant parce qu'en fait, je regardais un combat que j'avais pas vu en fait du Ares. C'était entre Desmar Peña et Liscott. J'étais avec mon ami et je vois le téléphone qui s'allume à 3h du matin. Là, tu commences à avoir le cœur qui bat. Tu dis, c'est sûr qu'il y a une proposition. Il me propose la ceinture et j'ai même pas réfléchi. Je lui dis, ok, c'est parti. Il m'avait proposé 2 profils. Mais sur le moment même, j'ai dit, ok, allons-y. Let's go. Du coup, victorieux. La ceinture n'est pas là aujourd'hui, mais à mon avis, elle est bien coffrée chez toi. Moi, j'aimerais que tu me parles de ton style de combat parce que tu as 9 victoires. Dans ces 9 victoires, il y a 67% de finish. Et dans ces 67% de finish, il y a 67% de soumission. Apparemment, tu as un gros grappling. On m'a dit, j'ai entendu qu'à la salle, tu tapes les mecs. J'ai une petite vidéo à te montrer. C'est Ragnar Le Breton qui parle de ton grappling. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Je vais te laisser regarder la vidéo. Je vous la mettrai, vous inquiétez pas, pour que vous puissiez regarder. Et on va commenter ensemble. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est lequel le meilleur techniquement avec qui t'es tourné? Aboubacar Batili aussi, Boulox. Ah oui, Boulox. Boulox, quand je fais du sol avec Boulox, se retrouver en 6-9 avec le trou de balle de Boulox sur le terrain. L'histoire, t'as pas envie qu'elle se recommence 3 fois. Ah oui, c'était dur à ce niveau-là. Il est trop gros. Non, le trop gros. Non mais attends. Oh, le trou de balle de Boulox. Je l'ai visualisé. Il va y avoir des cauchemars. Je me suis retrouvé. En plus, tu sais qu'il y a quelques jours, je l'ai reçu, je lui ai envoyé, je lui ai dit espèce d'ampleur. Ouais, mais il a révélé quand même au monde entier que tu t'entraînes en grappling sans coquille. Non, mais c'est un mythe. C'est un mytho. Je te jure, c'est vrai, en plus, il n'avait pas mis de coquille. Oh, comme ça, puis il avait les trucs serrés, ces espèces de baloches immenses, tu vois. Énorme. Et puis là, j'étais comme ça, puis j'ai essayé de m'en sortir et à chaque mouvement. Est-ce que c'est vrai? Non, pas sans coquille quand même pas. Ouais. En plus, tu sais, moi j'aime bien mettre les chartes serrées, donc. C'est ce qu'il a dit. Je pourrais pas me permettre de trop les sans coquille, mais ça me fait rire. En plus, ça me rappelle la fois il devait combattre et que je l'ai aidé et tout. Ouais. Mais ouais, tu m'as perdu dans ce que je disais. Moi, c'est ça la question que j'avais. Tu vois, je t'en ai parlé un petit peu. Il révèle au monde entier que tu t'entraînes sans coquille. Il fallait que je te pose la question. Tu vois, je me dis, quand même, mon gars, c'est pas sérieux. Non, jamais. Non, je suis professionnel. Ouais. Jusqu'aux équipements. Ok. Et du coup, je me disais, voilà, gros grappling. Tu vois, là, il en parle, il en rigole, etc. et tout. Mais est-ce que c'est vraiment, tu dirais aujourd'hui, la force dans ton game? Bah écoute, je pense que oui, mes points forts, c'est sûr qu'il y a mon grappling, ma lutte et mon judo. Ouais. C'est des choses qui sont prédominantes dans le sport et qui me permettent, en tout cas, je pense, de m'en sortir, même si je me trouve quand même assez complet. Mais je sais que c'est une carte à jouer aussi chez les poids lourds. Parce que c'est ce qui manque en général, tu sais, lorsqu'on regarde la catégorie des poids lourds, ça tape fort, ça met des KO. Tout le monde sait le faire, ça, tu vois. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui arrive à être technique au sol, qui arrive à être technique en lutte et tout. Donc je pense que c'est quelque chose qui me permet en tout cas d'avoir ce petit truc en plus. Et toi, à l'inverse, c'est qui les mecs qui t'ont le plus impressionné, tu vois, à la salle, etc. et tout, limite te dégoûter de l'entraînement, tu vois. Moi, j'ai joué au basket. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Alan Dokossi. Alan, mon pote, je te salue. Il joue pro aujourd'hui à la JDA de Dijon. Ouais.
Et je me souviens, c'était dans un entraînement à Cergy-Pontoise. Donc moi, il faut savoir que j'habitais à Massy. Ok. Massy-Cergy, tu traverses Ouais. Île-de-France. J'étais parti de chez moi archi tôt. Je rentre dans le gymnase et là, je vois un mec, dunk dans tous les sens, il court, etc. Et, tout, et je me dis, mais lui et moi, on fait pas le même sport en fait. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de rentrer dans la salle, etc., se parier avec des mecs et te dire, non, mais en fait, on fait pas le même truc? Écoute, j'ai jamais eu ce ressenti-là. Ouais. Franchement, j'ai jamais eu ce ressenti-là. En fait, si tu veux, j'ai toujours fait en sorte d'être quelqu'un de technique, d'être un athlète technique, et justement pour pas être surpassé techniquement. Mais j'ai quand même le mec avec qui j'ai tourné jusqu'à présent qui m'a, je dirais, quand même surpris, c'est Cyril Gam, tu sais, par sa manière de se déplacer. En fait, quand tu le vois à la télé, quand tu l'as en face, tu comprends mieux pourquoi il arrive à surpasser même techniquement ses adversaires. Ouais. Après, pour être honnête, non, j'ai pas eu ce ressenti-là en mode on fait pas le même sport et je rentre à la maison, je suis frustré. Après, ça arrive d'être dans des mauvais jours où tu fais la serpillière, ça arrive. Mais de là à avoir... il y a un mec en face de moi, pourtant j'ai mis les gants avec pas mal de personnes, même dans d'autres clubs à l'étranger et tout, mais non, j'ai pas eu ce ressenti-là jusqu'à présent en tout cas. Ouais. Donc le mec qui t'a le plus impressionné, ça reste ouais, je dirais techniquement c'est Cyril, par sa manière de se déplacer, sa manière de bouger, sa lecture de jeu et tout. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres ou non, c'est vraiment Nassourdine aussi. Nassourdine, franchement, sa vitesse d'exécution. J'aurais qui m'avait dit la même chose. Ouais, son explosivité. Saladin aussi à l'époque, mais je te parle, c'était en 2015. Ouais. Et quand je tourne à la Academy, je mettais les gants quelquefois, tu sais, quand j'allais avec Zomana, et il y avait Saladin, et franchement, son cardio et son débit. Ouais. Son cardio, son débit et son bras arrière, quand même, il était surprenant, tu vois. Ouais. Donc, je te dirais, ouais, ces trois noms-là. Ok. C'est marrant que tu parles de Saladin, ça va nous faire une transition pour le sujet d'après. Tu as ton propre média aussi. C'est ça. À côté d'être combattant. Du coup, tu donnes ton avis sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et il y a eu un petit bif avec Saladin Parnasse sur Twitter, enfin maintenant X, mais bon, tout le monde dit Twitter. Comment ça se passe ça, tu vois, quand tu prends position comme ça, que tu donnes vraiment ton avis sur l'actualité du MMA, sur des gars que tu connais en plus, donc que tu as fréquenté, que tu as déjà vu. Est-ce que déjà c'est le seul à t'avoir fait part de son mécontentement, entre guillemets, ou tu as d'autres gars qui te contactent et qui te disent des fois, non, Blox t'abuse ou... En fait, si tu veux, comment dire, en fait, moi, malheureusement, je ne distingue pas ces trois casquettes-là. Ouais. Mon compte X, c'est Blox avant tout. Ouais, c'est pas le média et bichot, mais bon, c'est vrai que ça fait trois casquettes tu vois, pour une personne. Mais comment dire, je peux le comprendre. On a échangé en privé, il me dit, tu me connais, donc tu aurais pu m'en parler. Mais c'est vrai que moi, je réagis en tant que, spectateur avant tout, tu vois. Genre, je vois ça, j'ai une incompréhension, donc je mets le tweet. Il réagit, voilà, c'est Twitter en plus, c'est vraiment pas l'endroit où il faut, il faut avoir des bifs. Et puis il réagit, il te pique quand même, tu vois. Il me pique. Bon, ça va, moi, j'ai pas d'ego, je prends du recul, je le comprends. Ouais. On échange en privé, il me fait comprendre, il dit, t'aurais pu m'appeler, t'as une question, moi, tu me la poses, je suis transparent avec toi et tout, tu vois. J'ai dit, écoute, je te comprends. Je dis, mais non, toi, t'as pas à réagir comme ça. J'ai dit, ok, moi, je peux en gros prendre du recul, comprendre entre guillemets ta situation, mais à toi aussi de comprendre ma situation. Et bon, après, voilà, ça s'est pas étalé plus que ça. Il n'y a pas eu de manque de respect. Ouais. Donc voilà, c'est resté entre guillemets sportif, tu vois. Donc voilà, ça y est, on a échangé. Il n'y a pas de lézard, comme on dit. Ouais. Du coup, parlons du AB Show. Comment tu as décidé de créer cette plateforme où tu t'exprimes sur le MMA? Et moi, le truc qui ressort le plus quand je regarde, tu vois, j'ai un peu visionné vos émissions avec Mika, c'est que tu es un putain de passionné. Genre, j'ai l'impression que tu bouffes du MMA. Des fois, vous parlez de mecs qu'on n'en a jamais entendu parler, des combats obscurs qui ont lieu dans les plus petites salles d'Europe. Comment cette passion-là était venue et tu t'es dit, bah, vas-y, je vais me filmer et on va partager sur la plateforme? Bah écoute, ça fait un bon moment, si tu veux, que j'ai commencé à lancer mon média. Je l'ai lancé en 2020. Et en fait, le problème, c'est que j'ai vraiment tardé à le lancer. Ouais. Parce que dans ma tête, je m'étais dit qu'il fallait avoir le matos dernier cri et tout. Après, entre-temps, il y a le confinement. Et bon, c'est à ce moment-là que j'avais un téléphone. Je me suis dit, bon, je me suis renseigné, tu sais, comment faire un enregistrement distanciel. Et après, c'est parti comme ça. Et si tu veux, en fait, c'était... Le MMA, comme tu as dit, je suis un passionné. C'est un sujet de discussion qui ressort au quotidien. Ouais. Que c'était à l'époque aussi, quand j'étais videur de boîte de nuit, j'en parlais tout le temps avec mes collègues. Okay. Sur le tapis d'entraînement, avant, pendant et après l'entraînement, avec mes amis à l'extérieur des salles. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager cette passion-là avec des passionnés, échanger, analyser les combats. Et sur Instagram, je faisais pas mal de questions-réponses et tout à l'époque. Et c'est comme ça en fait, que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un podcast et échanger
Et voilà. Ok, et à la base, tu étais tout seul ou Mika il est venu se greffer après? En fait, si tu veux, moi j'ai jamais aimé les monologues. Donc je cherchais comment dire, un binôme. Donc je faisais intervenir plusieurs personnes. French Savagerie à l'époque en plus qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts. Je faisais intervenir quelques personnes et si tu veux, entre-temps, Mika il a aussi eu l'idée d'ouvrir son YouTube. Et Man in Fight, et en fait, il m'a invité dans son émission. En fait, on essayait avec une troisième personne, c'était Nassim, un ami à moi. Et voilà, il a pas été sérieux. À un moment donné, il a pas été sérieux. On enregistrait des émissions de 2 heures. C'était lui qui devait s'occuper du montage. Finalement, il nous plantait. L'UFC est passé. Bref, après, il nous a rendu fous. J'ai dit à Mika, écoute, j'ai dit, moi, j'ai déjà ma chaîne, elle est déjà lancée. Vas-y, viens, on fait un hebdomadaire. Une fois par semaine, on parle de l'actualité. Et c'est comme ça que ça a continué, quoi. Ok. Et est-ce que, tu vois, là, je te pose la question en tant que collègue, tu vois, si je peux dire ça. Est-ce qu'il y a un épisode que tu as préféré, une interview que tu as préférée, etc. Tu vois, moi, j'ai toujours rêvé qu'on me pose la question. Du coup, là, je peux poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as préféré? J'en ai plusieurs. En fait, c'était, je crois qu'il y a 2 ans, c'était les débuts d'Ares. Et c'était en fait dans King and the G, tu sais, Fernand Lopez, il accuse Mika d'avoir grugé à Ares. Oui, et l'épisode d'après, et moi j'envoie ça à Mika et Mika il y répond. Et c'était cette période-là. Cette période-là, j'en ai pas j'ai pas une préférence particulière, mais cette période-là, tu sais, on avait reçu Carla Moussou, on avait reçu Fernand. Il y avait cette période-là, tu sais, où Mika s'était justifié. Ça, parfois, je regarde l'épisode. Et cette période-là elle m'a fait pas mal rigoler. D'ailleurs, merci pour l'épisode avec Carla Moussou, que j'ai utilisé pour faire un trade sur Twitter sur Cédric Doumbé et les anecdotes de sparring, qui m'a valu 3 millions d'impressions. Voilà. Merci Aboubacar. Merci le AB Show pour les divertissements. C'est quoi la suite pour Aboubacar Bathily, tu vois? On est dans les Rêveurs Podcast. C'est un peu le but de l'émission, parler de ses ambitions. J'ai vu que tu avais call out Robelis d'Espagne. Bon, il est booké pour octobre, c'est ça? Du coup, je pense que c'est un peu mort pour l'UFC Paris. Mais est-ce que c'est une date que tu as toujours en tête? Tu vois, septembre, c'est loin sans être loin. Ouais, ça approche. Écoute, je reste optimiste. Après, je suis pas pressé. C'est la moyenne des poids lourds, c'est quoi? 33 ans, 34 ans. J'en ai 28. Donc, je garde l'épée sur terre. Le but, c'est pas de se précipiter, d'aller à l'UFC Paris pour faire une mauvaise performance. C'est de signer à l'UFC tout court, de performer et d'aller au plus haut niveau. Donc, la continuité logique, ça va être soit une défense de titre, soit les Dana White Contender Series, soit l'UFC. Quoi qu'il en soit, on va faire en sorte d'avancer doucement mais sûrement et d'aller atteindre les objectifs fixés. Ok, et comme tu as dit, tu as plusieurs casquettes. Comment tu vois l'évolution du AB Show aussi? Bah écoute, tu sais, c'est un kiff avant tout. Donc, bon, là, maintenant, je commence à faire en sorte de me professionnaliser, d'évoluer. Mais même ça, tu sais, je le fais tellement par passion que j'ai pas forcément d'attente en retour. Mais je fais quand même en sorte d'évoluer, de proposer de nouveaux contenus. Mais après, à la longue, voilà, j'espère qu'il y aura plus d'audience et que ce sera toujours aussi qualitatif. Ok, logique, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Étant donné que tu fais de l'analyse de combat, c'est quoi les combats qui t'ont un peu choqué cette année? Les résultats qui t'ont surpris et tout? Tu vois, moi j'en ai plusieurs en tête. Francis Ngannou qui prend un KO de l'espace contre Anthony Joshua, moi personnellement ça m'a choqué, même si je m'attendais à ce qu'il perde, tu vois. Le voir perdre de cette manière-là, c'est toujours choquant. Et plus récemment, Belal Mohamed qui prend la ceinture. Belle surprise. Pour rebondir sur Ngannou, je dirais pas que ce soit aussi surprenant parce que, tu sais, même, en tout cas, quand tu es dans le milieu et que tu mets les gants avec un puriste de la boxe anglaise, on voit qu'il y a un énorme fossé entre les combattants d'MMA et les boxeurs. Après, c'est vrai que c'est impressionnant parce que il a jamais été mis KO. Mais maintenant, voilà, il avait l'élite. Après, je peux te comprendre parce que là, il ressortait du combat face à Fury. Mais bon, on peut dire que peut-être que Fury, il n'était pas dans son... C'était une mauvaise soirée pour lui. Il y a plein de spéculations. Mais si on prend du recul, j'ai envie de te dire que encore heureux que Joshua il a connecté de cette manière-là. Il a rendu en tout cas à sa boxe l'honneur. Mais moi, tu vois, c'est vraiment l'impression visuelle qui m'a choqué dans le sens où j'ai trouvé Joshua plus rapide, plus technique, forcément, tu vois, et ça, je m'y attendais, mais même plus puissant, tu vois, sur les coups. Il lui a fait mal, tu vois. Ouais, après, c'est une autre fibre. Hein. La boxe anglaise, ils sont beaucoup sur les transferts de poids et tout. Donc, forcément, non, moi, pour être honnête, j'ai pas été surpris. J'ai pas été si surpris que ça. Enfin, sur l'instant T, oui. Mais après, en prenant du recul, en analysant et tout, tu te dis, c'est un petit peu normal, j'ai envie de te dire. Ouais. Quoi.
Ok, et toi, c'est quoi les combats qui t'ont choqué, surpris? Bah écoute, j'en ai pas en particulier. Belal, tu sais, pour reprendre ce que tu as dit, c'est vrai que je voyais vraiment pas ce qu'il pouvait apporter de nouveau. Mais il a été galvanisé ce soir-là. Est-ce que c'était Belal Mohamed qui était en forme ou est-ce que c'était Léon Edwards qui a été pas en bonne forme? En tout cas, ouais, il a fait le travail, mais c'est vrai que la performance de Belal, même si tu la revisionnes, tu te dis que ça aurait été compliqué de le battre ce soir-là. Il a été entreprenant sur tout et tu vois qu'il est physique. Il m'a l'air vraiment puissant, mais il a fait un combat sans déchet, même si à la fin, c'est vrai qu'il revient un petit peu fort, Léon Edwards, mais voilà, en tout cas, il s'est réveillé trop tard, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as des combats que tu aimerais bien voir? Toi inclus. Tu vois, par exemple, si tu pouvais call out un mec, qui ce serait, tu vois? Bah, écoute, la dernière fois, j'avais call out Robéi Despain, mais de base, je voulais call out le 15e, Rodrigo Nascimento, qui avait combattu Alan Bodo à l'époque. Sauf que lui, je sais pas à quoi il joue, il a aucun réseau. Pourtant, il avait les réseaux, mais là, j'ai cherché, il a aucun réseau. Tu sais, j'avais même été sur le truc de l'UFC, et même lorsqu'ils l'ont identifié et que je cliquais dessus, voilà, je trouvais pas ses réseaux, donc je me suis dit, bon, je vais aller call out un autre gars qui a un peu de hype. Mais après, voilà, je reste quand même, comme je te dis, je garde les pieds sur terre. Je sais qu'un gars comme Rodrigo Nascimento qui est 15e, il est à ma portée, tu vois, actuellement, là. Mais après, ceux qui sont devant, voilà, va falloir se calmer et chercher à progresser, tu vois, petit à petit. Mais non, moi, le combat vraiment que j'ai hâte de voir et que j'espère voir, c'est Thomas Miller contre Cyril Gane. C'est la nouvelle génération et tout. J'aurais pu te dire Miocic contre John Jones, parce que John Jones, ça reste le GOAT, mais voilà, c'est un combat de fin de carrière. Ouais. En plus, il a annoncé qu'il arrêtait après. C'est ça, tu vois, sans surprise pour ma part. Et en plus, voilà, Miocic, ça fait maintenant 4 ans qu'on ne l'a pas vu. Donc, c'est pas un combat qui me hype réellement, ce combat. Donc, nouvelle génération des poids lourds, ça se pique un petit peu des deux côtés. France-Angleterre, Thomas Minal, Cyril, j'ai hâte de voir ça. Et tu penses que ça va arriver prochainement? J'ai l'impression que l'UFC, il faut un peu tourner le truc quand même. Non, je pense que ça va arriver prochainement. Justement, même le fait d'avoir vu Cyril face à Volkov à Abu Dhabi, c'est un match-up qui est favorable pour Cyril. Donc, je pense que l'UFC, ils veulent que ce combat se fasse. Donc, peut-être pour fin d'année ou pour début d'année 2025, je pense que ça va se faire. On l'espère, en tout cas. Est-ce que tu as un invité que tu aimerais avoir dans King and the G, tu vois? Quelqu'un que tu n'as pas encore eu. King and the G? Non, voir, je suis Dans les AB shows. Ça, on va couper. Dans les AB shows, excuse-moi. Écoute, on avait essayé avec Mika de recevoir de Francis. Ok. Ça aurait pu se faire à un moment donné, j'ai l'impression. Donc, à l'avenir, pourquoi pas. En plus, c'est vraiment une personne pour qui j'ai beaucoup de respect de par son parcours. Mais après, une personne avec qui j'aimerais bien échanger, ce serait, je pense, Georges Saint-Pierre, ce serait pas mal de l'avoir. C'est cool, ça. Ouais, ce serait pas mal de l'avoir. En plus, je sais que c'est un passionné. Il est beaucoup méthodique dans sa manière de combattre. Et c'est quelque chose que moi, j'apprécie et que je fais en sorte d'avoir. Et tout. Donc, un mec comme Georges Saint-Pierre, ouais, j'aimerais bien être face à lui. C'est même pour m'enrichir aussi au niveau des connaissances. Ouais. Et est-ce que tu avais des modèles dans le MMA, genre des gars qui t'ont un peu inspiré? Pas forcément que stylistiquement, tu vois, même juste dans l'énergie, dans le charisme. Bah, pour te citer Georges Saint-Pierre que je viens de dire, stylistiquement, Ken Velasquez, j'aime beaucoup. C'est un poids lourd qui a été ultra dominant lorsqu'il est arrivé. Et même si tu le mettais en tout cas aujourd'hui, de par son style, je pense qu'il pourrait aussi performer. Après, t'en as pas mal. J'ai Khabib, de par sa domination. Ouais, il y a toujours des combattants sur qui tu vas t'inspirer. Et peu importe que ce soit stylistiquement, comme tu as dit, dans la manière de s'entraîner. Ouais, je pense en tout cas les noms que je t'ai cités sont importants. Ok. Du coup, tu es à la fois combattant, broadcaster. Tu es un peu notre Daniel Cormier français, non? C'est vrai qu'on me compare pas mal. Tony, même avec qui je collabore sur tout ce qui est image, sponsoring et tout, il m'a dit que c'était son combattant préféré. Et lorsqu'on a échangé, il me parlait de lui. Mais c'est vrai qu'on me compare beaucoup à lui. Après, écoute, j'aimerais avoir une aussi belle carrière que lui, mais on va dire que je suis le AB français. Ouais, le AB français. Mais là où je voulais t'emmener avec cette question, c'est est-ce que tu te vois aller sur 2 catégories, tu vois? C'est pas le plus gros des poids lourds. Ouais. Est-ce qu'un jour le... Ouais, si, je pense que ça va arriver un jour. Ouais. Je pense que ça va arriver à un moment donné, surtout quand je vais me retrouver à l'UFC et que tu es arrivé vraiment à l'élite. Les gars, ils sont, tu vois, je pense à gars comme, même des mecs comme Francis, je me vois pas les affronter. Tu vois, des mecs qui ont son gabarit là, tu sais, là, moi non plus. C'est pas, tu vois, les catégories, c'est pas fait pour rien, tu vois. Donc, ouais, à un moment donné, je pense qu'il y aura une descente de catégorie. Ouais. Ça va arriver.
Je sais pas quand, mais ça va arriver. Qu'est-ce qui te freine pour l'instant? C'est les efforts nutritionnels? Il y a un peu de tout. Après, pour être honnête, là, actuellement, je sais que, en tout cas, le chemin que je vais faire là dans les années à venir, ça va être accessible niveau performance. Ouais. Je vais pouvoir en tout cas rouler sur les adversaires qui vont m'être proposés prochainement et tout. Mais à un moment donné, comme je t'ai dit, ouais, je pense que ça pourrait bloquer. Donc à ce moment-là, ouais, peut-être qu'il va falloir changer de catégorie ou peut-être rester dans la même catégorie, mais en plus massif et plus athlétique. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que avant qu'on termine, tu aurais un mot pour les rêveurs, les gens qui poursuivent leurs rêves, qui se donnent à fond dans ce qu'ils font? Bah écoute, ce serait pas un conseil, mais c'est plus, on va dire, un style de vie, en tout cas, d'être optimiste et de faire en sorte de faire les causes pour atteindre ses objectifs. Ouais. Et ne pas avoir peur de rêver grand, même si parfois on peut recevoir des ondes négatives, surtout via les réseaux ou même dans l'entourage et tout. Non, je pense qu'il faut se fixer des objectifs à court, moyen et long terme et faire en tout cas surtout en sorte de les atteindre en travaillant et peu importe la manière et pas se mentir et avancer doucement mais sûrement. Ok. Du coup, vous allez défendre la ceinture. Défendre UFC, la ceinture. Et puis perdurer à l'UFC. Et perdurer à l'UFC et aller chercher le plus haut niveau. Let's go, c'est tout ce qu'on te souhaite. Les gars, c'était votre gars, Charlot DB, les Rêveurs Podcast. Aboubacar, merci beaucoup. Merci à toi, mon gars. Un plaisir. Avec plaisir. Yes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Archi important, les gars. Abonnez-vous sur YouTube. On est aussi sur Instagram. On est sur X, TikTok, toutes les plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcasts, Spotify. Tu regardes la caméra ici, tu shout-out tous tes réseaux, tu shout-out le AB Show, tu shout-out Mika, qui tu veux. Instant promo, c'est parti. Abonnez-vous aux AB Show, The Real Blog sur Instagram et surtout aux rêveurs. Let's go. À son podcast et donner de la force, commenter, partager et voilà, liker, c'est important. C'est fort. Le AB Show, hein, pas King and the G. Salut. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice, got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life.